Un officier nazi a disparu en France et a été retrouvé calciné à l'intérieur d'un véhicule en flammes. Des décennies plus tard, un autre commandant de la Waffen-SS est mort piégé alors que sa propre maison a brûlé jusqu'aux fondations. Deux vies distinctes, deux fins identiques, feu et destruction. Tous deux avaient appartenu à l'élite du Troisième Reich, tous deux avaient construit leur pouvoir au milieu de la violence, et tous deux ont fini consumés par les mêmes flammes qui accompagnaient leurs crimes. Il n'y eut pas de rédemption, seulement un destin marqué par la brutalité de la guerre. Comment un officier décoré est-il devenu un prisonnier exécuté par le feu? Qu'est-ce qui unit ces deux fins séparées par plus de 30 ans? Et que révèle leur mort sur le prix inévitable de la guerre? L'ascension sombre de jeune apprenti typographe à officier de la Waffen-SS, Helmut Kempf, est né le 31 juillet 1909 dans la ville de Jena, située en Thuringe, dans l'Empire allemand de l'époque. Son père travaillait comme imprimeur, un métier respecté dans la société allemande du début du XXe siècle. La famille appartenait à la classe moyenne artisanale avec des valeurs traditionnelles de travail et de discipline qui ont marqué l'éducation du jeune Helmut. Pendant son enfance, l'Allemagne traversait les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. La défaite de 1918 avait laissé des blessures profondes dans la société allemande. Le traité de Versailles a imposé des restrictions militaires sévères, limitant l'armée à 100 000 hommes et interdisant l'aviation militaire et les chars d'assaut. Les réparations de guerre ont généré une crise économique qui s'est aggravée avec l'hyperinflation de 1923 et par la suite avec la Grande Dépression. Kempf a d'abord suivi la tradition familiale, se formant comme apprenti typographe. La typographie représentait un secteur traditionnel en Allemagne où l'industrie éditoriale et les arts graphiques avaient un développement considérable. Sa formation lui a apporté une discipline technique et un ordre méthodologique, des caractéristiques qui plus tard se révéleraient utiles dans le domaine militaire. La situation économique allemande de la fin des années 20 et du début des années 30 a modifié les perspectives professionnelles de nombreux jeunes. Le chômage massif et l'instabilité politique ont créé un climat d'incertitude. Pour des hommes comme Kempf, la carrière militaire se présentait comme une alternative de stabilité professionnelle et d'ascension sociale. En 1933, coïncidant avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, Kempf intégra la Wehrmacht. Le régime national-socialiste avait commencé à étendre les forces armées, éludant progressivement les restrictions imposées par Versailles. La Reichswehr, dénomination officielle de l'armée allemande depuis 1919, se transformerait 2 ans plus tard en la Wehrmacht avec l'introduction du service militaire obligatoire. Le moment de l'entrée de Kempf coïncidait avec la réorganisation et la modernisation de l'armée allemande. Le nouveau régime priorisait la formation de cadres militaires engagés aux valeurs nationaux-socialistes. Pour les jeunes issus de familles de la classe moyenne, la carrière d'officier représentait une voie de promotion sociale et économique dans une Allemagne qui se réarmerait. Kempf a démontré des aptitudes pour le commandement et l'organisation militaire. Ses supérieurs ont apprécié sa discipline, sa capacité de leadership et sa compréhension tactique. Ces qualités lui ont permis d'avancer dans la hiérarchie militaire au cours des premières années de son service. L'évolution politique allemande entre 1933 et 1939 a transformé complètement le paysage militaire du pays. Heinrich Himmler a développé les Schutzstaffel, initialement une organisation de protection personnelle de Hitler, les transformant en une structure paramilitaire et ensuite militaire de grande envergure. La Waffen-SS s'est établie comme le bras militaire des SS, cherchant à recruter les meilleurs éléments de la jeunesse allemande. Kempf effectua le transfert de la Wehrmacht à la Waffen-SS pendant cette période d'expansion. Les SS offraient des possibilités de promotion rapide, un meilleur équipement et un statut spécial au sein de l'appareil militaire allemand. Pour les officiers ambitieux, cela représentait une opportunité de faire partie d'une élite militaire. Son intégration dans la 2e division Panzer SS das Reich l'a placé parmi l'une des formations les plus prestigieuses de la Waffen-SS. Cette division avait initialement été formée comme régiment en 1934, avant de s'étendre par la suite pour atteindre le niveau divisionnaire. Elle était équipée de matériel moderne et recevait la priorité dans l'approvisionnement en armement et en véhicules. Le 22 juin 1941 a commencé l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique.
Kempf a participé dès le début de cette campagne en tant que commandant du 3e bataillon du 4e régiment Panzergrenadier de la division Das Reich. Son unité opérait comme élément de reconnaissance, réalisant des missions d'exploration, d'assurance de route et de contact avec les forces ennemies. Le front oriental présentait des caractéristiques complètement différentes des campagnes précédentes de la Wehrmacht. Les distances étaient énormes, le climat extrême et la résistance soviétique bien plus grande que prévu initialement par le commandement allemand. Les combats ont acquis une intensité et une brutalité particulières, conditionnées à la fois par l'idéologie raciale nazie et par la nature du conflit. Pendant l'automne et l'hiver 1941, la division Das Reich a participé à l'offensive vers Moscou. Les températures sont descendues jusqu'à 40 degrés en dessous de zéro et l'avancée allemande s'est arrêtée aux portes de la capitale soviétique. Kempf a réussi à maintenir l'opérativité de son bataillon dans des conditions extrêmement difficiles, démontrant une capacité de leadership dans des situations adverses. Les actions de Kempf sur le front de l'Est ont valu la reconnaissance de ses supérieurs. Il a reçu la Croix de fer de 2e classe pour son action pendant les combats de l'automne. Par la suite, ses mérites lors des opérations de 1942 lui ont valu la Croix de fer de 1re classe, distinction qui confirmait sa réputation d'officier compétent. Tout au long de 1942 et 1943, la division Das Reich a continué d'opérer dans différents secteurs du front de l'Est. Les forces allemandes faisaient face à la fois à des unités régulières de l'armée rouge et à des groupes partisans opérant à l'arrière. Cette guerre irrégulière nécessitait des méthodes spécifiques et posait des problèmes tactiques complexes. Pendant l'hiver de 1943 à 1944, l'armée rouge lança l'offensive de Jitomir Berdichev. Cette opération visait à vaincre la 4e armée panzer allemande et à récupérer un territoire stratégique en Ukraine. La division Das Reich fut impliquée dans des combats défensifs intenses contre des forces soviétiques numériquement supérieures. Dans le cadre de cette offensive, Kempf a dirigé des opérations de son bataillon de reconnaissance qui ont été considérées comme exemplaires par le commandement de la division. Son unité a réussi à maintenir la cohésion et l'efficacité au combat malgré les conditions défavorables. Ces actions lui ont valu la Croix de chevalier de la Croix de fer, l'une des plus hautes distinctions militaires du Troisième Reich. La Croix de chevalier plaçait Kempf parmi le groupe des officiers les plus remarquables de la Waffen-SS. Le régime nazi utilisait sa figure pour la propagande militaire, le présentant comme modèle de l'officier jeune, compétent et engagé envers les valeurs nationales socialistes. Il apparaissait dans des publications spécialisées et était cité dans des discours comme exemple pour les nouvelles générations de commandants. Au début de 1944, la situation stratégique allemande sur le front oriental s'était considérablement détériorée. Les défaites de Stalingrad et de Koursk avaient gravement affaibli la capacité offensive de la Wehrmacht. La pression soviétique obligeait à replier de nombreuses divisions et à réorganiser les lignes défensives. Dans ce contexte, la 2e division Panzer SS Das Reich a reçu l'ordre de se déplacer du front oriental vers la France au cours du printemps de 1944. Le commandement allemand prévoyait une invasion alliée en Europe occidentale et concentrait ses meilleures unités pour faire face à cette menace. La division a été envoyée initialement à Montauban, dans le sud de la France, où elle devait compléter sa réorganisation et son rééquipement. Kempf, avec le grade de Sturmbannführer, a conservé le commandement de son bataillon de reconnaissance. Son unité disposait de véhicules blindés légers, de motos et d'éléments mécanisés qui lui fournissaient une haute mobilité pour des missions spécifiques. Le déplacement en France représentait un changement significatif par rapport au front oriental. Bien que la guerre ne s'y livrât pas encore de manière intensive, l'activité de la résistance française constituait un facteur permanent d'insécurité. Les forces allemandes avaient reçu des directives claires sur le traitement des mouvements de résistance. La France en flammes, la résistance défie le Reich. Le 6 juin 1944 a modifié de manière décisive la situation militaire en France. Le débarquement allié en Normandie a activé immédiatement la résistance intérieure, notamment dans les régions du centre et du sud. Dans le département de la Haute-Vienne, avec Limoges comme ville principale, l'activité clandestine s'est intensifiée de manière visible. Pendant les années d'occupation, la résistance française avait construit des structures organisationnelles qui rassemblaient diverses tendances idéologiques.
Parmi elles se distinguaient les francs-tireurs et partisans d'orientation communiste, les groupes gaullistes liés à la France libre et d'autres courants nationalistes et socialistes. Malgré les différences politiques, il existait une coordination dans les opérations destinées à harceler les forces d'occupation. Après la nouvelle de l'ouverture des têtes de pont en Normandie, l'unité d'action est devenue prioritaire. Les émetteurs britanniques ont diffusé des messages cryptés qui ont activé des réseaux dormants dans tout le pays. À partir de ce moment, les attaques contre les lignes de chemin de fer, les routes et les lignes de communication se sont multipliées dans le but d'empêcher le transfert de renforts vers le front normand. À Limoges, la tradition ouvrière de la ville et le tissu social associé aux usines de porcelaine, de métallurgie et de textile ont fourni un terrain fertile pour le soutien clandestin. Les maquis du Limousin étaient principalement composés de jeunes qui avaient refusé le service du travail obligatoire. Ce système, créé par le régime de Vichy en coopération avec l'Allemagne, obligeait les travailleurs français à travailler sur le sol allemand. Beaucoup ont choisi de se réfugier dans les forêts et montagnes du Massif central, où la géographie accidentée offrait des conditions appropriées pour la vie clandestine. La composition des maquis était hétérogène. Aux côtés des paysans locaux cohabitaient des ouvriers, des étudiants et des professionnels urbains. Les paysans apportaient la connaissance du terrain, les ouvriers des compétences techniques, les étudiants une capacité de liaison et les professionnels des compétences organisationnelles. La direction revenait souvent à d'anciens officiers de l'armée française ou à des militants expérimentés qui appliquaient des principes de guerre irrégulière. Dans la région, la figure de Georges Guingouin a acquis de l'importance. Ancien instituteur devenu chef de guérilla, il a organisé des détachements communistes avec discipline et structure militaire. Ses tactiques s'adaptaient au terrain et aux moyens disponibles. Embuscades sur les routes secondaires, destruction de ponts, attaques de petites garnisons et sabotage d'installations de communication sont devenus des pratiques habituelles. La logique opérative était claire. Infliger le plus de dégâts possible en évitant les affrontements prolongés avec des forces supérieures. L'armement provenait de sources diverses. Les largages aériens alliés apportaient des armes automatiques, des explosifs et des équipements radio. Des dépôts abandonnés en 1940 restaient utiles pour obtenir des fusils et des munitions. De plus, les embuscades contre les convois permettaient de capturer des armements modernes. La diversité du matériel entraînait un équipement irrégulier mais suffisant pour maintenir l'efficacité opérationnelle. La population civile jouait un rôle décisif dans le soutien à la résistance. Les paysans fournissaient des vivres et des informations sur les mouvements allemands. Dans les villes, les intermédiaires transmettaient des messages, préparaient de faux documents et facilitaient des refuges temporaires. Cette collaboration, bien que vaste, était associée à un niveau élevé de risque. Les forces allemandes et la milice française pratiquaient des représailles systématiques qui incluaient des exécutions d'otages, des déportations et la destruction de villages soupçonnés de collaborer avec les maquis. Les troupes d'occupation allemandes appliquaient en France des méthodes déjà employées sur le front oriental. La lutte contre la guérilla combinait recherche, encerclement et annihilation des noyaux de résistance. La Wehrmacht, avec la Gestapo, la police française et la Waffen-SS, organisait des opérations conjointes dans le but de détruire le réseau clandestin. Dans ce contexte, la 2e division Panzer-SS das Reich a reçu des ordres concrets. Son commandant Heinz Lammerding a pris des mesures exemplaires pour toute manifestation d'activité partisane, y compris des représailles collectives. La doctrine allemande d'occupation envisageait l'application de punitions collectives. En théorie, le ratio était de 10 civils exécutés pour chaque soldat allemand tué, bien qu'en pratique il soit fréquemment dépassé. Cette politique visait à dissuader les communautés rurales de soutenir les maquis. Le transfert des techniques répressives de l'Union soviétique à l'ouest de la France reflétait la continuité d'une stratégie basée sur l'intimidation. Dans ce cadre, le 9 juin 1944, Helmut Kampf se déplaçait en mission de reconnaissance dans la zone de Saint-Léonard-de-Noblat. Son bataillon de reconnaissance, basé à Limoges, assurait des routes de communication entre le sud de la France et les secteurs proches de la Normandie. Les routes de la région offraient des conditions favorables pour l'embuscade, forêts denses, virages serrés et dénivelé du terrain. Les francs-tireurs et partisans, sous la direction de Jean Canou, ont reçu des informations d'observateurs locaux sur les mouvements allemands.
Le système de surveillance civile permettait de transmettre des données rapidement et avec précision. Sur un tronçon particulièrement propice, Kempf voyageait dans un véhicule léger avec peu de protection, comptant sur la mobilité comme principale défense. L'intensification de l'activité partisane après le jour J avait modifié de manière substantielle les conditions de sécurité dans la région. L'embuscade a été exécutée rapidement. L'attaque a surpris le véhicule et a empêché toute possibilité de réaction. Kempf a été capturé sans que les forces allemandes proches n'aient une connaissance immédiate du fait. Pour la résistance, la capture d'un officier de haut rang de la Waffen-SS constituait un exploit de grande valeur. Sa capture avait un double effet. Elle représentait un succès de propagande et en même temps, elle posait un défi tactique pour les maquis, qui devaient décider en peu de temps du sort de leurs prisonniers. Le feu comme sentence, l'exécution qui a déclenché le massacre. L'après-midi du 9 juin 1944 s'est déroulé dans un climat de mouvements continus et de tensions croissantes dans le Massif central. Les maquis qui avaient capturé Helmut Kempf savaient que sa disparition déclencherait une réaction immédiate de la part de la division Das Reich. Il était prévisible que les patrouilles de recherche commenceraient des opérations à la tombée de la nuit, avançant sur les routes, inspectant les villages et fouillant méthodiquement la zone où l'officier avait été vu pour la dernière fois. Face à cette attente, Jean Canou, responsable du groupe qui avait exécuté l'embuscade, a organisé le transfert immédiat du prisonnier vers des refuges plus sûrs, en utilisant des sentiers cachés connus uniquement par la population locale. Le terrain accidenté, avec ses forêts denses et ses ravins, offrait de multiples cachettes qui avaient été explorées auparavant par la résistance pour des situations d'urgence. Le système de communication clandestin, soutenu par des liens civils, a permis à la nouvelle de la capture de circuler rapidement entre différentes cellules du mouvement. L'arrestation d'un Sturmbannführer de la Waffen-SS était un événement d'une immense importance qui nécessitait une coordination dans la prise de décision. Des messagers à pied ou à vélo parcouraient villages et routes secondaires, transmettant l'information jusqu'aux commandements régionaux. Les dirigeants communistes du Limousin furent alertés immédiatement pour qu'ils évaluent les options disponibles. Au cours des premières heures de la captivité, Kempf a été interrogé par des responsables locaux des francs-tireurs et partisans. L'objectif était d'obtenir des données concrètes sur la disposition des troupes allemandes dans le secteur, les mouvements prévus de la division Das Reich et les mesures adoptées après le débarquement allié en Normandie. L'officier s'est limité à déclarer son nom, son grade et son numéro d'identification militaire, se conformant strictement aux dispositions internationales sur les prisonniers de guerre. Son attitude a été décrite comme ferme et disciplinée, sans céder aux pressions psychologiques des interrogateurs. La nuit du 9 au 10 juin a été marquée par des discussions intenses entre les commandements de la résistance. Certains dirigeants ont envisagé la possibilité de garder le prisonnier comme monnaie d'échange dans de futures négociations avec les forces d'occupation. Cependant, cette alternative exigeait des contacts risqués, une garde prolongée et la mobilisation de ressources que l'organisation ne pouvait garantir. L'expérience des opérations clandestines indiquait que garder un officier de haut rang représentait un danger constant. Les troupes allemandes intensifieraient leurs patrouilles et appliqueraient des représailles sévères contre la population civile. Georges Guingouin, dirigeant régional des maquis communistes, a défendu l'exécution immédiate. Il a soutenu que l'élimination d'un officier de la Waffen-SS renforcerait le moral de la résistance et aurait une valeur de propagande considérable. De plus, il a souligné que libérer des ressources humaines et logistiques était essentiel pour maintenir la mobilité des groupes à un moment où la pression allemande augmentait après le débarquement en Normandie. Finalement, la décision a été prise de manière collégiale. Le prisonnier devait être exécuté. À l'aube du 10 juin, Kempf fut conduit vers Breuil-Lofa, où les résistants avaient préparé le lieu d'exécution. Là se trouvait une ambulance militaire allemande abandonnée lors de combats précédents. Le véhicule, encore opérationnel, avait été réutilisé par les maquisards comme moyen de transport. Le choix de l'ambulance n'était pas fortuit. Sur le front oriental, des véhicules similaires avaient servi à transporter des victimes civiles vers des lieux d'extermination. L'utiliser pour éliminer un officier allemand avait, pour les résistants, une valeur symbolique qui inversait les rôles entre oppresseurs et exécutés.
Les récits ultérieurs diffèrent sur certains détails, notamment sur le nombre de prisonniers enfermés avec Kempf, qui, selon les sources, variait entre 3 et 6. Cependant, ils s'accordent sur la procédure. Les combattants ont introduit les prisonniers dans l'ambulance et ont bloqué les portes de l'extérieur, les sécurisant pour empêcher toute fuite. Les fenêtres ont été couvertes et renforcées. Ensuite, le véhicule a été arrosé de carburant, probablement de l'essence capturée dans des dépôts allemands. Le feu s'est déclenché de manière simultanée à plusieurs endroits. Les flammes se sont rapidement propagées et la fumée a envahi l'habitacle. Les prisonniers ont frappé les portes et les fenêtres en tentant de s'échapper, mais les blocages extérieurs l'ont empêché. Les témoins civils qui ont assisté à la scène ont entendu des cris pendant les premières minutes de l'incendie, qui ont continué jusqu'à ce que la fumée et la chaleur étouffent tout mouvement à l'intérieur. La combustion a duré environ une demi-heure. Finalement, le véhicule a été réduit à une carcasse calcinée. Les corps carbonisés sont restés à l'intérieur comme témoignage visible de l'exécution. Les maquis avaient convoqué des habitants de villages proches pour assister à l'acte, renforçant ainsi la dimension publique de l'opération. Le message était clair, la résistance pouvait atteindre n'importe quel officier allemand et appliquer la justice sur son propre territoire. Les patrouilles allemandes ont localisé l'ambulance incendiée dans la matinée du 10 juin. L'identification de Kempf a été effectuée grâce à des objets personnels qui avaient partiellement résisté au feu, comme sa montre militaire et des fragments d'uniforme. La confirmation de la découverte a été immédiatement transmise au commandement de la division Das Reich. Adolf Dickmann, commandant du 1er bataillon du régiment der Führer, a reçu la nouvelle peu après. Son lien personnel avec Kempf, forgé pendant des années de campagne sur le front de l'Est, a accentué sa réaction. Il considérait la méthode d'exécution comme un acte de barbarie et a demandé l'autorisation à ses supérieurs d'appliquer une représaille de grande ampleur. Le général Heinz Lammerding, commandant de la division, a transmis l'approbation. Le haut commandement allemand avait établi des directives qui permettaient de sanctionner collectivement les communautés liées à la résistance. La mort d'un officier décoré justifiait, dans la logique allemande, une opération de punition qui devait servir d'avertissement à l'ensemble de la population. Le choix de la cible est tombé sur Oradour-sur-Glane, une localité de 642 habitants située à environ 20 km de Limoges. Le village n'avait pas d'importance militaire, mais sa destruction enverrait un message exemplaire. Le choix répondait à des critères d'accessibilité, de visibilité de propagande et de lien indirect avec l'activité des maquis dans la région. L'opération a commencé dans l'après-midi du 10 juin. Des colonnes de véhicules blindés et de camions avec des troupes du régiment der Führer ont entouré le village, bloquant tous les accès avec des postes de contrôle. La manœuvre a été exécutée avec la précision apprise dans des opérations d'encerclement sur le front de l'Est. Une fois la fermeture complétée, les soldats ont pénétré à l'intérieur de la localité et ont rassemblé les habitants sur la place du marché. La population a été enregistrée et dépouillée de documents et de biens. Par la suite, les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. Près de 200 d'hommes ont été conduits vers des granges et des entrepôts en pierre situés en périphérie, tandis que plus de 400 de femmes et d'enfants ont été enfermés dans l'église du village. L'exécution a été menée de manière simultanée. Dans les granges, les hommes ont été mitraillés avec un feu soutenu et les survivants achevés. Ensuite, les bâtiments ont été incendiés avec les corps à l'intérieur. Dans l'église, des charges incendiaires ont été disposées qui, lors de leur activation, ont propagé de la fumée et des flammes à l'intérieur. Les victimes ont tenté de s'échapper mais ont été abattues par des mitrailleuses postées à l'extérieur. Dans ce scénario, une seule femme adulte, Marguerite Roufanche, a réussi à survivre. Elle a réussi à sauter par une fenêtre latérale de l'hôtel, blessée par des tirs, mais a pu se traîner jusqu'à un jardin où elle est restée cachée. Elle fut le seul témoin adulte de ce qui s'est passé dans l'église. Après les exécutions, les soldats ont systématiquement pillé les habitations, s'emparant d'objets de valeur et de nourriture. Ensuite, ils ont incendié toutes les constructions. Le feu a consumé des habitations, des ateliers, des bâtiments publics et des commerces. L'opération a duré environ 4 heures. À la fin, la localité avait été réduite en ruines fumantes et 642 personnes avaient été assassinées, dont 7 réfugiés juifs qui s'étaient cachés dans le village. Le massacre d'Oradour-sur-Glane a dépassé l'échelle habituelle des représailles en France. L'opération, conçue comme un châtiment exemplaire,
est devenu un symbole de l'ampleur de la violence allemande contre la population civile. Les ruines du village restèrent comme témoignage d'une méthode d'occupation basée sur l'intimidation et la destruction totale. Un message qui transcendait le propre territoire français et anticipait de nouvelles tensions dans la stratégie allemande après le débarquement allié. Le protégé du Reich, l'ascension implacable de Joachim Peiper. Joachim Peiper est né le 30 janvier 1915 à Berlin-Wilmersdorf, au sein d'une famille marquée par la tradition militaire allemande. Son père, Woldemar Peiper, avait servi comme officier dans l'armée impériale pendant la Première Guerre mondiale et il a directement vécu la défaite de 1918. Après l'armistice, il a rejoint les Freikorps, organisations paramilitaires qui ont proliféré dans la République de Weimar et ont maintenu vivant l'esprit nationaliste dans un contexte d'agitation politique. Le foyer des Peiper était imprégné de militarisme, de discipline et de ressentiment envers les restrictions imposées par le traité de Versailles. Dans les conversations familiales, les idées d'honneur prussien, de discipline et de nécessité de restaurer la grandeur perdue de l'Allemagne étaient répétées. Joachim a grandi dans cet environnement avec ses frères, Horst et Hans, entouré de récits sur l'humiliation nationale et l'espoir d'une renaissance de la puissance militaire. La crise économique des années 20 a accentué ce climat. Comme beaucoup de familles de la classe moyenne, les Peiper ont souffert de la détérioration causée par l'hyperinflation de 1923 et plus tard par la Grande Dépression. Ces expériences ont alimenté leur hostilité envers le système démocratique de Weimar et renforcé l'identification avec des discours qui promettaient ordre et redressement national. L'éducation de Joachim a suivi les modèles de la bourgeoisie conservatrice allemande. Il a reçu une formation académique avec un accent sur l'histoire, la littérature nationaliste et les valeurs militaires. Dès son jeune âge, il a montré une intelligence vive, de l'ambition et une facilité à exercer un leadership parmi ses camarades. Son inclination naturelle vers les organisations de jeunesse à caractère nationaliste a renforcé l'orientation idéologique qu'il recevait déjà dans son environnement familial. Le 30 janvier 1933, jour de son 18e anniversaire, Adolf Hitler fut nommé chancelier. Cette coïncidence marqua profondément sa vision de l'avenir. Quelques mois plus tard, il rejoignit les Schutzstaffel, qui connaissaient une expansion accélérée sous la direction de Heinrich Himmler. Pour les jeunes comme Peiper, les SS offraient une voie d'ascension sociale et militaire au sein de la nouvelle Allemagne nationale-socialiste. En octobre de cette même année, il formalisa son entrée avec le numéro d'adhésion 52 734. Les SS avaient cessé d'être une simple garde personnelle d'Hitler et se transformaient en une organisation avec des ambitions étatiques, conçues par Himmler comme la future élite raciale du Reich. Peiper s'intégrait dans ce modèle par ses caractéristiques physiques, sa discipline et son adhésion idéologique. La formation s'est déroulée dans les SS Junkerschulen, académie créée pour préparer les officiers. Là, il a reçu une instruction militaire accompagnée d'un endoctrinement intensif sur les théories raciales, la géopolitique et la mission historique de l'Allemagne. Les rapports de ces instructeurs mettaient en avant sa capacité analytique et de commandement, ainsi que sa rapide assimilation des principes nationaux socialistes. Cependant, il signalait aussi des traits d'ambition démesurés et une tendance à l'égocentrisme. En avril 1935, Peiper a terminé sa formation de base et a été nommé adjoint personnel de Himmler. Ce poste le plaçait dans le cercle intime du Reichsführer SS et lui offrait un accès aux mécanismes internes du pouvoir du régime. Il accompagnait Himmler lors de déplacements, de réunions et de visites officielles, observant de près l'application des politiques répressives et le fonctionnement de l'appareil bureaucratique des SS. La relation entre Himmler et Peiper dépassa bientôt l'administratif. Himmler voyait en lui un prototype de la nouvelle élite. Jeune, physiquement conforme à l'idéal nordique et complètement engagé envers l'idéologie. Cette proximité a engendré une relation de confiance qui a fourni au jeune officier l'accès à des informations sensibles et à des décisions de haut niveau. En mars 1938, Peiper s'est affilié au Parti national-socialiste, consolidant son intégration politique dans le régime. En juin de cette année, il a été confirmé officiellement comme assistant personnel de Himmler, poste qui le transformait en témoin direct des réunions décisives et le familiarisait avec les méthodes de contrôle appliquées dans les territoires sous domination nazie.
L'invasion de la Pologne en septembre 1939 marqua sa première expérience de guerre. Il accompagna Himmler dans son train spécial pendant les premières semaines de la campagne et observa directement la politique d'occupation. À Bydgoszcz, il assista à des exécutions publiques de dirigeants locaux polonais, partie de la stratégie visant à éliminer l'élite nationale pour faciliter la germanisation. Peiper enregistra ces faits avec une approche technique, sans montrer d'objections éthiques, ce qui reflétait à la fois sa formation et son ambition de progression. En décembre de cette même année, il accompagna Himmler à Owinska, près de Poznań, où il fut témoin d'une démonstration du programme Action T4. Là, il observa l'application expérimentale du gaz comme méthode d'élimination des malades mentaux et des handicapés. La procédure consistait à enfermer les victimes dans des chambres hermétiques et à libérer le gaz, tandis que les observateurs suivaient le processus à travers une fenêtre. L'exécution durait entre 10 et 15 minutes. Des interrogatoires ultérieurs réalisés par les Alliés révélèrent que Peiper décrivait cette expérience avec froideur, analysant l'efficacité de la méthode sans considération morale. En mai 1940, pendant la campagne de France, Peiper a acquis sa première expérience directe de combat en tant que commandant de peloton dans la première division Panzer SS Leibstandart Adolf Hitler. Il a participé à des opérations contre les forces françaises et britanniques et a été décoré de la Croix de fer de 2e classe. La victoire rapide a également permis à de nombreux officiers de s'enrichir par le pillage, une pratique courante et tolérée. Peiper s'est approprié une voiture française qu'il a envoyée en Allemagne, exemple de la permissivité ambiante. Après la campagne française, il retourna à ses fonctions auprès de Himmler. Pendant cette période, il eut accès au plan de la future invasion de l'Union soviétique. Lors des conférences préparatoires de février 1941, il écouta les conférences de Himmler sur la colonisation de l'Est, qui incluaient des chiffres sur l'élimination ou le déplacement de millions de personnes. Peiper put voir de première main comment ces opérations d'extermination massive étaient structurées, dans lesquelles les SS, la Wehrmacht, l'administration civile et des entreprises privées devaient collaborer. En juillet 1941, il abandonna ses fonctions de suppléant et rejoignit la première division Panzer SS avec le grade de lieutenant. Il reçut le commandement d'une compagnie de chars et participa à l'offensive initiale de l'opération Barbarossa, avançant à travers l'Ukraine jusqu'au Dniepr. Dès le début, les ordres reçus autorisaient le fusillement des commissaires politiques soviétiques et le traitement brutal des prisonniers de guerre. L'unité de Peiper s'est affrontée à la fois à des forces régulières et à des groupes de partisans. Les opérations anti-partisans reproduisaient des méthodes déjà appliquées en Pologne, destruction de villages suspectés de collaborer avec la résistance et exécution collective de civils. Ces procédures étaient considérées comme une partie intégrante de la stratégie d'occupation à l'Est. L'expérience en Union soviétique a consolidé la réputation de Peiper en tant qu'officier efficace et loyal, prêt à exécuter les ordres sans questionnement. Son ascension dans la hiérarchie des Waffen-SS a continué, stimulée à la fois par ses qualités de commandement et par la confiance personnelle que Himmler avait en lui. Le protégé du Reichsführer était passé d'un jeune cadet de l'académie à un commandant de combat sur le front le plus brutal de la guerre. La combinaison de formation idéologique, proximité du pouvoir et expérience sur le champ de bataille le projetait vers des positions de plus grande responsabilité dans l'appareil militaire des SS. Désormais, sa trajectoire serait marquée par des opérations où la brutalité se combinait avec l'efficacité militaire, reflétant le modèle que Himmler cherchait à consolider chez ses officiers les plus proches. Une vie empruntée, l'exil inconfortable d'un criminel de guerre. Le 22 décembre 1956, les portes de la prison de Landsberg se sont ouvertes pour Joachim Peiper. Il avait passé 11 ans en captivité, condamné pour crimes de guerre après le massacre de Malmedy. Sa libération s'inscrivait dans une politique de clémence promue par les autorités américaines, influencée par la guerre froide et par la nécessité de consolider l'Allemagne de l'Ouest comme alliée face à l'Union soviétique. Dans ce contexte, d'anciens officiers de la Waffen-SS ont bénéficié d'une stratégie qui privilégiait l'intégration politique sur la justice punitive. Peiper est sorti de prison devenu une figure reconnue dans les cercles de vétérans des SS.
Sa condamnation et son comportement pendant les années d'incarcération l'avaient transformé en un symbole pour ceux qui interprétaient les procès d'après-guerre comme des actes de revanche. Cette notoriété, cependant, constituait une arme à double tranchant. Elle lui fournissait des soutiens dans certains milieux, mais le rendait un personnage controversé dans la vie publique allemande. La République fédérale d'Allemagne traversait alors une période de croissance accélérée connue sous le nom de miracle économique. L'industrie avait besoin de main-d'œuvre et de cadres administratifs capables de gérer l'expansion. De nombreux anciens militaires ont trouvé des opportunités de réinsertion dans ce contexte. Néanmoins, la mémoire du conflit restait vive, surtout parmi les travailleurs organisés en syndicats qui maintenaient une posture critique envers la présence d'anciens nazis dans des entreprises importantes. Le premier emploi de Peiper fut chez Porsche, dans le domaine des ventes internationales. Ses connaissances linguistiques et son expérience en organisation lui fournissaient des références utiles pour le poste. Ferdinand Porsche, fondateur de l'entreprise, avait maintenu des liens avec le régime nazi et ne voyait pas d'inconvénient à offrir des opportunités à d'anciens officiers. Mais l'embauche de Peiper a suscité un rejet immédiat. Les représentants syndicaux considéraient inadmissible qu'un condamné pour crime de guerre assume des responsabilités dans une entreprise de prestige. La protestation s'est intensifiée lorsque les médias ont rappelé son rôle à Malmedy et dans d'autres opérations des SS. Les syndicats ont organisé des grèves partielles et des arrêts de protestation, tandis que la presse publiait des articles avec des témoignages de survivants et des photographies de victimes. La direction de Porsche a tenté de réduire l'exposition en transférant Peiper à un poste avec moins de contact direct avec le personnel. Mais la mesure a été interprétée comme une promotion déguisée et a provoqué de nouvelles manifestations. Le boycott des vétérans américains des voitures de la marque a aggravé la situation. Face à la menace de perdre des marchés internationaux, l'entreprise s'est passée des services de Peiper au début de 1957. Peu de temps après, il a obtenu un emploi chez Volkswagen grâce à ses contacts dans le secteur. La société, qui avait vu le jour comme projet du régime nazi, maintenait une politique plus flexible envers les employés ayant un passé militaire. Initialement, son embauche est passée inaperçue, mais les syndicats ont rapidement répliqué les protestations vécues chez Porsche. Ils ont exigé sa démission et organisé des campagnes de pression qui ont attiré de nouveau l'attention de la presse. Les organisations de victimes du nazisme ont renforcé la plainte, soulignant que l'intégration des criminels de guerre dans le marché du travail allemand constituait un affront à la mémoire des victimes. Les difficultés se sont aggravées lorsque, en 1968, des procureurs allemands ont ouvert une enquête sur le massacre de Bove, en Italie, survenu en septembre 1943. Des survivants italiens identifiaient Peiper comme responsable de l'exécution de 2 médiateurs locaux, le prêtre Giuseppe Bernardi et l'entrepreneur Antonio Vassallo. Des documents militaires confirmèrent la présence de son unité dans la région. Malgré les témoignages, le tribunal a conclu qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour lui attribuer une responsabilité pénale directe. L'affaire a été classée sans suite, mais l'enquête a ravivé la controverse et maintenu l'attention publique sur sa personne. Les journaux ont profité de ce processus pour revoir son historique complet. La proximité avec Himmler, sa participation à des campagnes à l'Est et en Italie, et les crimes attribués à ces unités. Pour Peiper, chaque tentative de réintégration dans la société allemande était entachée par le souvenir persistant de son passé. En 1970, il décida de quitter l'Allemagne. Avec sa femme Sigurd, il s'installa en France, dans la localité de Travs, dans le département de la Haute-Saône. Il avait auparavant acquis une propriété rurale où il espérait trouver la tranquillité. Le choix semblait paradoxal, considérant que la France avait été le théâtre de crimes perpétrés par sa division, mais la vie en zone rurale offrait de la discrétion. Les autorités françaises étaient au courant de son identité, mais n'ont pas établi de restrictions légales à sa résidence. Travs était une communauté d'environ 400 habitants dédiée à l'agriculture et à l'élevage. L'arrivée des Peiper n'est pas passée inaperçue, bien qu'elle soit au début tolérée avec indifférence. Joachim se présentait comme un Allemand retraité qui cherchait la paix à la campagne, évitant les références à son parcours militaire. Son occupation principale consistait en des travaux de traduction de livres militaires, ce qui lui fournissait des revenus réguliers et maintenait son lien intellectuel avec les sujets guerriers.
La vie quotidienne à Travers s'est déroulée avec une certaine normalité pendant les premières années. Peiper correspondait avec d'anciens camarades des Waffen-SS et recevait occasionnellement des visites discrètes. Son épouse, en revanche, s'intégrait davantage à la vie sociale locale, participant à des activités communautaires. La cohabitation semblait stable, bien que marquée par la réserve du mariage. À la mi-année 70, ce calme fut brisé. Des groupes antifascistes européens commencèrent à enquêter sur la localisation d'anciens nazis réfugiés dans différents pays. En juin 1976, ils distribuèrent des tracts à Travers dénonçant la présence de Joachim Peiper. Les brochures incluaient des photographies d'époque et des résumés de ces crimes, avec un accent particulier sur Malmedy et sur les opérations sur le front oriental. La dénonciation publique a transformé l'attitude des voisins. La communauté, qui avait maintenu une tolérance distante, en est venue à montrer une hostilité ouverte. Des graffitis sont apparus sur les murs de sa propriété et aux accès à la localité. Insultes et menaces se sont combinés avec des symboles nazis utilisés de manière désobligeante. La presse française a repris la nouvelle et l'a amplifiée au niveau national. Des journalistes se sont rendus à Travers pour interviewer les habitants et Peiper lui-même. Les reportages rappelèrent ces crimes et relançaient le débat sur la présence de criminels de guerre sur le territoire français. La couverture médiatique a même atteint la presse internationale qui soulignait la paradoxale situation d'un ancien officier de la Waffen-SS vivant dans une relative tranquillité dans un pays qui avait souffert de l'occupation nazie. Peiper a répondu en accordant des interviews à certains médias. Il voulait contrôler le récit et présenter sa vie en France comme celle d'un homme réhabilité. Cependant, ces déclarations ont été interprétées comme une confirmation de son absence de repentir. Au lieu d'améliorer sa situation, elles ont accru l'hostilité envers sa personne et ont consolidé la perception qu'il restait un nazi impénitent. La pression sociale et médiatique a continué à augmenter. Son nom est apparu dans des campagnes antifascistes qui dénonçaient la présence d'anciens officiers des SS en Europe occidentale. La propriété de Travers est devenue le symbole de cette controverse. La communauté locale, initialement distante, s'est retrouvée prise dans une confrontation qui dépassait les limites du petit village et se connectait à des débats européens sur la justice, la mémoire et la responsabilité historique. Dans ce climat de tension croissante, la vie de Joachim Peiper en France est devenue un exil précaire. Bien qu'il ait cherché l'anonymat, il s'est retrouvé l'objet d'une attention publique renouvelée. La combinaison d'hostilité locale, de pression médiatique et d'activisme antifasciste a transformé ce qui avait commencé comme une retraite tranquille en un environnement de plus en plus précaire. La vengeance enflamme, la fin incendiée d'un commandant nazi. Les interviews accordées par Joachim Peiper à la presse française en juillet 1976 ont eu un effet immédiat sur son destin. Ces déclarations révélaient qu'il s'identifiait toujours aux valeurs du régime nazi et qu'il ne montrait aucun repentir pour les crimes commis pendant la guerre. Face aux questions sur sa responsabilité dans les massacres de civils, il a répondu qu'il avait accompli son devoir en tant que soldat allemand et qu'il n'avait rien dont il devait avoir honte. Ses paroles les plus provocantes étaient dirigées contre la France. Il a affirmé qu'en 1940, les Français avaient montré un manque de courage et que c'était la raison pour laquelle ils pouvaient résider tranquillement dans le pays. Il a ajouté que, malgré son mépris pour le caractère national français, il appréciait la tranquillité des zones rurales et la beauté naturelle du territoire. La presse a largement diffusé ces déclarations, interprétées comme une provocation délibérée. Les groupes antifascistes ont utilisé les interviews comme preuve que Peiper représentait une menace idéologique latente. La réaction a été immédiate. Des graffitis se sont multipliés sur les murs de sa propriété, des barricades improvisées sont apparues aux accès à Travers et des actes de vandalisme se sont répétés sur sa boîte aux lettres. Les menaces sont également arrivées par lettres et par téléphone. Les expéditeurs avertissèrent que sa présence ne serait plus tolérée et qu'il devait quitter la France ou faire face à des conséquences. Certaines missives comprenaient des photographies de victimes de massacres attribuées à des unités sous son commandement, accompagnées de messages de vengeance. La police locale a renforcé de manière limitée la surveillance autour de son domicile, bien qu'elle n'ait pas les ressources pour établir une protection nocturne continue. Les autorités françaises ont initialement interprété ces actions comme intimidantes et non comme un danger imminent.
L'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest à Paris a exprimé des préoccupations et a recommandé à Peiper de quitter temporairement le pays. Il a rejeté la suggestion, arguant que partir équivaudrait à reconnaître une culpabilité. Sa femme Sigurd, plus consciente du risque, s'est déplacée en Allemagne pour rester avec des membres de la famille pendant que la situation demeurait instable. Pendant cette période, Peiper a adopté des mesures d'autoprotection. Il a disposé un petit arsenal dans son domicile, un revolver Colt de calibre 38, un fusil de chasse de calibre 22 et un fusil à 2 canons. Les armes restaient chargées et réparties dans différentes pièces. Il a ajusté sa routine, évitant les sorties inutiles et gardant les rideaux fermés pendant la journée. La nuit, il effectuait des rondes de surveillance armées autour de la maison. Les voisins le percevaient de plus en plus isolé et vieilli. Ses apparitions étaient rares et son apparence physique reflétait un stress et une tension permanents. Dans la correspondance avec d'anciens camarades des Waffen-SS, il exprimait la conviction d'être la cible d'une conspiration internationale dirigée par des groupes communistes et antifascistes. Le 14 juillet 1976, jour de la fête nationale française, la tension atteint son point culminant. Peiper resta à son domicile, estimant que les célébrations patriotiques pouvaient intensifier l'hostilité. Au cours de l'après-midi, il observa des signes d'intrusion, des coupures récentes dans le grillage et des mouvements suspects aux abords de la propriété. À l'aube du 15 juillet, vers 1h, plusieurs individus se sont approchés de la maison depuis différentes directions. L'attaque a commencé par le lancement de cocktails Molotov contre les murs en bois. Le combustible inflammable s'est adhéré à la structure et les flammes se sont propagées rapidement. Peiper a réagi en tirant depuis l'étage supérieur. Il a d'abord utilisé le fusil de chasse, puis le fusil contre des positions où il avait détecté du mouvement, en particulier vers un chêne situé à quelques mètres de la maison. Les assaillants ont gardé leur distance et ont répondu avec plus de cocktails Molotov qui ont intensifié le feu. Les flammes ont pénétré le rez-de-chaussée, alimenté par des meubles et des livres de sa bibliothèque personnelle. Il a essayé de sauver certains documents et effets personnels en les jetant par les fenêtres, mais la propagation de l'incendie l'a obligé à se replier. À mesure que la fumée se répandait, il a également utilisé le revolver pour tirer vers l'extérieur. Les enquêteurs ont ensuite localisé des douilles et des cartouches dans plusieurs pièces, confirmant qu'il avait résisté jusqu'à l'effondrement de la structure. Le feu a avancé rapidement. Le toit s'est effondré partiellement et les sorties ont été bloquées. L'accumulation de fumée toxique et de gaz de combustion a rendu l'intérieur inhabitable. Peiper est resté piégé dans son bureau, la pièce où il réalisait ses traductions et conservait sa bibliothèque. Les pompiers ont été alertés par des voisins qui ont vu la lueur de l'incendie. La distance depuis la caserne la plus proche et des défaillances dans l'équipement de pompage ont retardé leur intervention. Lorsqu'ils ont réussi à maîtriser les flammes, la maison s'était réduite à une structure noircie, avec des débris encore fumants. Le corps a été trouvé dans le bureau. Les restes étaient sévèrement carbonisés, réduits par la contraction thermique à une fraction de leur taille originale. L'identification a été réalisée par des objets métalliques, sa montre-bracelet, arrêtée à 1h du matin, et des fragments d'uniformes civils qui avaient partiellement résisté au feu. Les rapports médicaux légaux ont conclu que la cause la plus probable de la mort était l'asphyxie par inhalation de fumée avant la destruction totale des tissus par le feu. L'enquête a confirmé le caractère intentionnel de l'attaque. Des restes de cocktails Molotov ont été trouvés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, ainsi que des coupures dans le grillage périmétrique. Les tirs effectués par Peiper avaient touché des arbres proches, sans preuve d'avoir atteint les agresseurs. Quelques jours plus tard, un groupe dénommé les Vengeurs envoya une lettre à plusieurs médias revendiquant l'action. La missive décrivait la préparation de l'attaque et la justifiait comme un acte de justice contre un criminel de guerre. L'identité de ses membres ne fut jamais connue et aucune nouvelle action ne fut attribuée à ce groupe. L'affaire resta officiellement non résolue. La mort de Peiper a suscité des réactions diverses. Les groupes antifascistes l'ont célébré comme une justice tardive et se sont souvenus des villages incendiés sur le front de l'Est, du massacre de Bovs en Italie et de l'exécution de prisonniers à Malmedy. Les autorités de l'Allemagne de l'Ouest ont déposé une protestation formelle auprès de la France pour ne pas avoir garanti la sécurité d'un citoyen allemand, bien que ces plaintes aient eu un écho limité.
L'opinion publique allemande était divisée. Certains secteurs ont déploré le dénouement, tandis que d'autres l'ont considéré comme une conséquence inévitable de son passé. Les ruines de la maison ont attiré les curieux dans les jours suivants. Le terrain a été nettoyé peu après pour éviter qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage. Le symbolisme de l'événement était évident pour les observateurs contemporains. Un officier qui avait ordonné d'incendier des villages pendant la guerre a péri dans un incendie criminel pendant son propre exil.